Dans les annales de la justice pénale, peu d'affaires résonnent avec la force et la brutalité de celle de Willie Francis. Le 3 mai 1946, le pénitencier d'État de Louisiane fut le théâtre de l'un des moments les plus étranges et les plus glaçants de l'histoire du système pénitentiaire américain. Ce n'était pas un jour comme les autres. C'était une date destinée à être gravée dans la mémoire collective, un rappel obsédant des failles et des atrocités qui peuvent se produire au sein des institutions censées garantir la justice. Un adolescent afro-américain, mince, tremblant, âgé de seulement 17 ans, fut conduit sur la chaise électrique. Il s'appelait Willie Francis. La vulnérabilité de sa jeunesse, combinée au poids de la peine capitale, formait une image déchirante. Ce qui aurait dû être la fin de son histoire, une fin sombre et définitive, devint le début de quelque chose de bien plus sombre encore. Une odyssée juridique et morale qui remettrait en question les notions mêmes de justice et de châtiment aux États-Unis. Lorsque l'interrupteur fut activé, le courant ne fit pas son effet. Il y eut des étincelles, de la fumée. Un hurlement a glacé le sang, une scène qui aurait glacé le sang de quiconque y assistait. Mais Willie survécut. Oui, il survécut à sa propre exécution. L'étonnement et l'incrédulité s'emparèrent de la salle. Ce fait extraordinaire provoqua un choc national. Que faire de quelqu'un qui a été condamné à mort, conduit sur la chaise, mais ne meurt pas? Le réexécuter? Le libérer? La question planait sur le système judiciaire comme une ombre menaçante, sans précédent clair pour guider la décision. Et si l'erreur n'était pas technique, mais morale? Cette dernière question, murmurée dans les couloirs de la justice et proclamée par les mouvements naissants pour les droits civiques, allait devenir le véritable cœur du débat que déclencha l'affaire Francis. Ce fut une occasion pour le système de se regarder lui-même et de remettre en question ses propres fondations. Mais, comme nous le verrons, cette occasion glissa entre les engrenages de la loi et des préjugés. Pour comprendre pleinement la tragédie de Willie Francis, il est essentiel de plonger dans le contexte de sa naissance et de son éducation. Willie Francis est né en 1929 à St. Martinville, en Louisiane, au cœur du sud profond des États-Unis. Ce n'était ni une époque, ni un endroit quelconque. C'était une époque définie par les lois Jim Crow, qui institutionnalisaient la ségrégation raciale et la discrimination envers les Afro-Américains. La Louisiane, comme de nombreux États du Sud, était un terrain fertile pour le racisme systémique, où la ségrégation était rigoureusement appliquée dans les écoles, les hôpitaux, les transports publics et, de manière cruciale, dans le système judiciaire. Les Noirs vivaient sous la menace constante de la violence et de l'injustice, avec un accès minimal à l'éducation, aux soins de santé et surtout à un procès équitable. Willie était le fils d'une famille noire pauvre, une réalité commune à des millions d'Afro-Américains de l'époque. Dès son plus jeune âge, il vécut dans des conditions de pauvreté extrême. La rareté était une constante, manque de nourriture, de vêtements adéquats, de toits sûrs et surtout d'opportunités. Il ne savait ni lire ni écrire correctement, un reflet direct du désinvestissement dans l'éducation destinée à la population noire. Son accès à l'école était limité, souvent à des établissements ségrégés et sous-financés, voire inexistants pendant les périodes où sa famille avait besoin de lui. Son environnement était rempli de messages lui rappelant que sa vie valait moins que celle des autres, que son destin était prédéterminé par la couleur de sa peau. Ces messages, à la fois subtils et explicites, furent intériorisés, affectant l'estime de soi et les attentes d'une génération entière. À l'âge de 15 ans, un âge où de nombreux jeunes commencent à peine à définir leurs aspirations, Willie travaillait déjà de temps à autre comme assistant dans une pharmacie, pour faire des courses ou nettoyer. C'était une existence précaire, de subsistance, qui le maintenait en marge de toute perspective de progrès. On le décrivait comme timide, doux, et beaucoup disaient que c'était un garçon discret. Ce n'était pas un fauteur de troubles, il n'avait aucun antécédent de violence ou de problème. En surface, c'était un jeune invisible dans un monde qui n'était pas fait pour lui. Mais sa vie prit un tournant radical en 1944, lorsque son invisibilité se transforma en notoriété pour la pire des raisons. Cette année-là, un pharmacien blanc bien connu en ville, Andrew Thomas, fut retrouvé mort chez lui. Il avait reçu 2 balles. Le choc dans la petite communauté fut palpable. Il n'y avait aucun témoin direct. Il n'y avait aucune preuve matérielle convaincante pointant clairement un coupable.
mais la pression sociale exigeait une réponse rapide. L'exigence de justice était impérative, et dans une société ségrégée comme la Louisiane des années 90, cette justice avait souvent une couleur et une classe sociale. Et Willie était là, noir, pauvre, sans défense juridique. Le bouc émissaire parfait. Sa présence sur la scène du crime, aussi minime que soit la preuve, fit de lui la cible idéale pour une enquête qui, rétrospectivement, semble avoir recherché une solution rapide et pratique plutôt que la vérité. Le piège était en place, et Willie, sans le savoir, allait en devenir la victime la plus notoire. La machine judiciaire, poussée par la précipitation et les préjugés, se mit en marche à une vitesse alarmante, laissant peu de place au doute ou à une justice véritable. Willie fut arrêté presque par hasard, après avoir été trouvé en possession d'un pistolet que la police relia par la suite au meurtre d'Andrew Thomas. Cette découverte, dans un contexte d'enquête minimale, suffit à focaliser toute l'attention sur le jeune homme. Mais ce qui est véritablement alarmant survint lors des interrogatoires, menés sans la présence d'avocats, de parents ni de témoins. Dans le système juridique actuel, cela constituerait un motif immédiat d'annulation, une violation flagrante des droits constitutionnels. Mais en Louisiane, en 1944, pour un jeune homme noir, de telles garanties étaient pratiquement inexistantes. Dans ces conditions d'isolement et de coercition, Willie finit par avouer le meurtre d'Andrew Thomas. La prétendue confession fut rédigée par les officiers et signée par Willie, bien qu'il fût plus tard affirmé qu'il ne comprenait même pas ce qu'il avait signé. Compte tenu de son faible niveau d'alphabétisation et d'un éventuel handicap intellectuel, la validité de cette confession est, au mieux, extrêmement douteuse. Était-ce une confession authentique ou le résultat de pression, de confusion et de la peur d'un adolescent vulnérable? L'histoire suggère la seconde option. Ce qui suivit fut une farce judiciaire qui, aujourd'hui, serait impensable. Il n'y avait aucune preuve solide reliant directement Willie à la scène du crime, à part la possession de l'arme, dont l'origine ne fut jamais clairement établie. Il n'y eut aucune reconstitution des faits pour vérifier la cohérence de la confession. Aucune enquête médico-légale approfondie, comme l'analyse des empreintes digitales ou des tests balistiques, des standards minimaux aujourd'hui dans toute affaire de meurtre. Seulement la parole d'un adolescent effrayé et sans défense contre tout un système. Et le système, implacable et aveugle à ses propres défaillances, ne l'entendit pas. Son sort était déjà scellé. En quelques semaines, un délai étonnamment court pour une affaire de peine capitale, Willie Francis fut condamné à mort. Sans véritable recours, c'est-à-dire sans réexamen significatif par les juridictions supérieures qui auraient pu corriger les erreurs de procédure évidentes. Sans défense adéquate, ses avocats commis d'office fournirent une représentation minimale, voire inexistante, et ne remirent pas efficacement en cause la confession ni n'explorèrent d'autres pistes possibles. Sans possibilité d'un procès équitable. La rapidité et le manque de rigueur procédurale dans le cas de Willie Francis sont un témoignage glaçant de la manière dont le racisme et les inégalités pouvaient corrompre la justice jusqu'à son cœur dans le sud des États-Unis de cette époque. Il devint un exemple tragique de la facilité avec laquelle un système biaisé pouvait condamner les plus vulnérables sans respect du droit. Le 3 mai 1946, le pénitencier d'État de Louisiane se préparait pour ce qui devait être une journée sombre mais routinière dans l'histoire de la peine capitale. Il faisait chaud, et l'atmosphère dans la petite prison de Sainte. Martinville était tendue, non seulement à cause de l'exécution imminente, mais aussi en raison du tournant inhabituel que les événements allèrent prendre. Willie Francis, désormais âgé de 17 ans, 1 an et demi plus vieux mais encore un enfant à bien des égards, fut conduit dans la chambre d'exécution. Il portait une combinaison blanche, marchait lentement, les yeux grands ouverts. Il ne pleurait pas, il ne parlait pas. C'était comme s'il ne comprenait pas pleinement ce qui allait se produire. Une dissociation que de nombreux experts attribuèrent plus tard à un éventuel handicap intellectuel et au traumatisme. La chaise électrique, surnommée Gruesome Gertie, Gertie la terrifiante, était une relique. Loin d'être un appareil de précision, elle avait été assemblée de manière improvisée et, chose glaçante, presque incroyable, avait été installée par 2 gardiens qui, au moment de l'installation, étaient ivres et n'avaient aucune formation en électricité. Ce niveau de négligence et d'amateurisme dans une procédure déterminant la vie ou la mort constitue une tâche indélébile dans l'histoire judiciaire de la Louisiane. Oui, ivres,
Un détail qui, à lui seul, aurait dû invalider toute tentative d'exécution. Willie fut attaché, le casque électrode fut placé, les fils vérifiés. Tout semblait prêt. Le bourreau activa le courant. Le bourdonnement initial, le cliquetis des interrupteurs étaient les sons attendus avant le silence. Mais au lieu du silence qui suit généralement une décharge fatale, la pièce se remplit d'un bruit assourdissant. Des témoins décrivirent des étincelles dans l'air, une odeur de chair brûlée et les hurlements déchirants du garçon. Son corps se convulsa, son dos se cambra violemment, se contractant d'une manière terrifiante. Puis, le système s'éteignit. Le spectacle fut d'une brutalité inimaginable, loin de la fin rapide et humaine que promettait l'électrocution. Willie ne mourut pas, il survécut. La voix d'un témoin oculaire, un shérif présent dans la salle, fut cruciale pour décrire l'horreur. Ces mots étaient terrifiants, résonnant de panique et de désespoir. « Je ne suis pas mort, ils essaient de me tuer encore !» Cette phrase, simple mais profonde, résumait l'effroi d'un garçon qui avait affronté la mort et avait vécu pour en témoigner. Les responsables, en état de choc et de confusion, mirent fin à la procédure. Ils le détachèrent de la chaise, visiblement traumatisé et brûlé, et le ramenèrent dans sa cellule. Et à ce moment-là, le système fut sidéré. Rien de tel ne s'était jamais produit dans l'histoire des exécutions aux États-Unis. Gruesome Gertie avait échoué et, ce faisant, révélé une faille bien plus profonde au cœur du système pénal de l'époque. L'incident fit la une des journaux à travers tout le pays. L'affaire Willie Francis n'était plus une affaire locale, confinée au couloir sombre d'une prison de Louisiane. Elle était devenue une honte nationale. L'histoire d'un adolescent ayant survécu à sa propre exécution avec l'ironie macabre de bourreaux ivres était trop scandaleuse pour être ignorée. Certains affirmèrent qu'il s'agissait d'un accident, d'un malheureux échec technique pouvant être corrigé par un meilleur entretien de l'équipement ou une supervision plus rigoureuse. D'autres, dont les voix commencèrent à se faire de plus en plus fortes, soutenaient qu'il s'agissait d'une violation claire de la Constitution, en particulier des clauses interdisant les châtiments cruels et inhabituels. À ce moment-là, la communauté des droits civiques, encore émergente mais de plus en plus vocale, commença à intervenir. La National Urban League et la NAACP virent dans l'affaire Willie Francis une occasion cruciale de contester la brutalité et le racisme inhérents au système judiciaire du Sud. Les questions essentielles étaient: était-il légal de tenter d'exécuter une personne une seconde fois pour le même crime? Cela ne constituait-il pas un châtiment cruel et inhabituel, une violation du 8e amendement de la Constitution des États-Unis? Le principe de double incrimination, protégé par le 5e amendement, était une pierre angulaire de la justice, et bien que l'argument ne corresponde pas parfaitement à la lettre de la loi, la défense chercherait à en étirer l'esprit. C'est ici qu'intervient une figure clé et surprenante: l'avocat Bertrand Deblanc, un homme blanc de la région qui accepta de défendre Willie par conviction personnelle. Deblanc n'était ni un militant des droits civiques, ni un défenseur habituel des Afro-Américains, ce qui rendait son intervention d'autant plus remarquable dans un climat aussi chargé racialement. Mais il avait été témoin de l'horreur de l'exécution ratée, avait vu la peau brûlée de Willie et entendu son cri de terreur. Et il savait, avec une certitude inébranlable, que cela ne pouvait pas rester impuni. Son humanité surpassait les préjugés de son époque. Deblanc porta l'affaire jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, la plus haute autorité judiciaire du pays, dans une démarche juridique audacieuse et sans précédent. Il fit valoir qu'une seconde tentative d'exécution violait le 5e amendement, le principe de la double incrimination, bien que la Cour l'interpréterait différemment, et, plus directement, le 8e amendement, qui interdit les châtiments cruels et inhabituels. L'affaire prit le nom de Francis V. Resweber, 1947. Un moment historique qui obligerait la Cour suprême à confronter non seulement la lettre de la loi, mais aussi la moralité de son application. Le sort de Willie Francis et l'avenir des droits des condamnés reposaient désormais entre les mains de 9 juges à Washington. Le 13 janvier 1947, la Cour suprême des États-Unis rendit son arrêt dans l'affaire Francis Vitovas Resweber. L'attente était immense, car cette décision allait établir un précédent crucial pour l'avenir de la peine de mort et des droits individuels. Le verdict fut partagé, reflétant la complexité morale et juridique de l'affaire. Par 5 voix contre 4,
Une majorité étroite, soulignant la profonde division entre les juges, la Cour suprême décida qu'une seconde tentative d'exécution n'était pas inconstitutionnelle. Ce résultat serré témoigne à quel point Willie Francis était proche d'obtenir une décision en sa faveur. La majorité, dirigée par le juge Stanley F. Reed, soutint que la première exécution avait échoué en raison d'une erreur technique, et non d'une intention malveillante ou de volonté de faire souffrir inutilement. Ils estimèrent que l'État de Louisiane n'avait pas agi avec cruauté ni cherché à torturer Willie. L'équipement avait simplement défailli. Selon cette interprétation, le 8e amendement, qui interdit les châtiments cruels et inhabituels, ne s'appliquait pas à une défaillance mécanique. En d'autres termes, l'État a le droit de recommencer. Cette phrase résumait la position de la majorité. L'autorité de l'État à appliquer une peine capitale l'emportait sur la souffrance involontaire causée par une défaillance technique. Les opinions dissidentes, toutefois, furent véhémentes et moralement percutantes. Le juge Félix Frankfurter, dans sa dissidence, écrivit que l'exécution ratée avait transformé la peine de mort en torture. Un spectacle de cruauté que la Constitution cherchait justement à prévenir. Il affirma que l'horreur endurée par Willie Francis transcendait toute critique. Un autre juge dissident, Frank Murphy, alla encore plus loin, qualifiant le projet de réexécuter Francis de cruauté choquante et de barbarie civilisée. Pour lui, la tentative d'exécution avait déjà constitué un châtiment cruel et inhabituel, et une seconde tentative ne ferait que prolonger cette cruauté. Le résultat fut dévastateur pour Willie et ses défenseurs. Willie, encore traumatisé par l'expérience, avec des cicatrices physiques et psychologiques de la première exécution, fut de nouveau condamné à être électrocuté. Cette fois, l'ordre était clair. Aucune place pour l'erreur. La décision de la Cour suprême, bien qu'ancrée juridiquement dans une interprétation stricte de la Constitution et dans l'absence de intention malveillante, fut perçue par beaucoup comme une victoire du légalisme sur l'humanité. Elle scella le destin d'un adolescent vulnérable et exposa les limites d'un système judiciaire qui, parfois, privilégie la procédure au détriment de l'essence même de la justice. Le compte à rebours vers la seconde tentative d'exécution était lancé. Le 9 mai 1947, 1 an et 6 jours après la première tentative ratée, le cycle implacable du système pénal arriva à son terme. Willie Francis fut conduit une nouvelle fois dans la chambre d'exécution du pénitencier de l'État de Louisiane. L'atmosphère était différente cette fois. Il n'y avait plus d'improvisation. L'équipement avait été vérifié, les bourreaux étaient sobres, et tout avait été préparé avec une précision méticuleuse pour s'assurer qu'aucune erreur ne serait commise. La détermination de l'État de Louisiane à exécuter la sentence était inébranlable, une démonstration de sa puissance et de son insistance sur la rétribution. Willie n'avait que 18 ans. Sa jeunesse, censée être remplie de promesses et d'opportunités, s'était éteinte dans une cellule du couloir de la mort. L'image d'un adolescent affrontant son destin final pour la deuxième fois est l'une des plus tragiques de l'histoire de la justice américaine. Lorsqu'on lui demanda s'il avait quelque chose à dire avant de mourir, une formalité macabre du rituel d'exécution, Willie, d'une voix tremblante, répondit « Rien de particulier ». Ces derniers mots furent l'écho de sa vie. Discret, réservé, comme si le traumatisme lui avait ôté la capacité d'exprimer une pensée finale grandiose ou significative. C'était un silence qui criait. Puis il s'adossa à la chaise, ferma les yeux et attendit. La résignation s'était emparée de lui. Le combat juridique était terminé, et l'épuisement de son épreuve se ressentait profondément. À 12h10, l'interrupteur fut activé. Son corps se convulsa une nouvelle fois, l'électricité traversant sa frêle silhouette. Mais cette fois-ci, il ne survécut pas. Le système, perfectionné dans sa capacité à donner la mort, avait atteint son but. Dans le dossier officiel, une phrase glaçante apparaît, au ton bureaucratique et totalement détachée de l'humanité de la situation. Exécution réussie. Mais comment peut-on considérer comme réussie l'exécution d'un adolescent atteint de déficience intellectuelle après une tentative échouée dans un processus judiciaire truffé d'erreurs et sans preuve matérielle solide reliant l'accusé au crime, hormis une confession extorquée? Pour beaucoup, cette phrase résume la déshumanisation du système pénal de l'époque, sa capacité à réduire la vie et la mort à de simples procédures administratives. L'exécution de Willie Francis ne fut pas seulement la fin d'une vie jeune,
mais aussi un symbole durable d'injustice et d'échec moral. Pendant des décennies, l'affaire Willie Francis a été citée dans les écoles de droit, les débats sur la peine de mort et les mouvements pour les droits humains. Son histoire a transcendé les pages des journaux pour devenir un objet d'étude et un catalyseur du changement. Il est devenu un symbole de ce qui se produit lorsque le système fonctionne sans contrôle, lorsque le châtiment devient une fin en soi, détaché de la vérité, de la miséricorde et de la proportion. L'affaire Francis a été enseignée comme un avertissement contre les dangers de la précipitation judiciaire, d'une défense juridique inadéquate et de l'impact dévastateur des biais raciaux sur l'administration de la justice. Son histoire a inspiré des livres, des documentaires et a marqué l'un des premiers cas où la Cour suprême a été forcée de débattre non seulement de la légalité, mais de l'humanité. La nature inhabituelle de l'affaire, un homme ayant survécu à sa propre exécution, obligea les juges à considérer les implications morales de leurs décisions d'une manière rarement abordée auparavant. Bien que la majorité ait statué contre lui, les dissidences puissantes ont jeté les bases de futurs combats juridiques pour les droits des condamnés et pour la remise en question de la constitutionnalité de la peine de mort dans certaines circonstances. L'histoire de Willie Francis est une pierre angulaire du récit des droits civiques aux États-Unis. Un rappel douloureux des horreurs perpétrées au nom de la loi. Willie n'a jamais eu d'enfance au sens où la plupart des enfants le méritent. Sa vie fut marquée très tôt par la pauvreté extrême, l'abus et l'absence d'opportunités. Il n'eut pas de défense adéquate. Son procès fut une mascarade et sa confession hautement discutable. Il ne reçut pas une vraie justice, seulement une condamnation rapide et prédéterminée basée sur sa race et son statut social. Et pourtant, il a laissé une empreinte plus profonde que beaucoup de ceux qui ont vécu 2 fois plus longtemps. Son nom, associé à la tragique exécution ratée, est devenu synonyme d'injustice et de résistance à l'oppression systémique. Son héritage perdure comme un phare pour ceux qui luttent pour un système judiciaire plus équitable et plus humain. L'affaire Willie Francis, vue à travers le prisme de la psychiatrie légale moderne et des connaissances actuelles en matière de droits humains, révèle encore plus clairement les profondes défaillances du système de l'époque. Selon des analyses rétrospectives menées par des experts en psychiatrie légale, Willie souffrait probablement d'une déficience intellectuelle modérée, avec de graves difficultés de compréhension et de langage. Cela signifie que sa capacité à comprendre les procédures judiciaires, la gravité des charges retenues contre lui et les implications de sa propre confession était, très probablement, extrêmement limitée. Pour une personne atteinte de cette condition, un interrogatoire sans assistance juridique ni présence parentale n'est pas seulement coercitif, il est fondamentalement injuste. Il a également été documenté que sa confession fut obtenue sans les garanties juridiques les plus élémentaires, dans un environnement coercitif et hostile. Les tactiques policières utilisées, courantes à l'époque, surtout envers les Noirs, reposaient sur l'intimidation et la pression, et non sur la recherche volontaire de la vérité. Un profileur criminel moderne affirmerait avec assurance « Willie était davantage une victime du système que du crime dont on l'accusait. Son profil ne correspondait pas à celui d'un tueur prémédité, mais à celui d'un jeune manipulé, avec des capacités cognitives limitées, incapable de comprendre l'ampleur de sa situation. » Les caractéristiques d'un tueur prémédité, comme la planification méticuleuse, l'absence de remords ou un schéma de comportement violent, ne correspondaient tout simplement pas aux descriptions de Willie Francis, un jeune homme timide et doux. En effet, son exécution ne fut pas simplement l'application de la loi à un cas particulier. Ce fut une démonstration brutale et déchirante de la manière dont le pouvoir de l'État, lorsqu'il est incontrôlé, combiné à l'inégalité raciale profondément enracinée et au mépris des droits humains des plus vulnérables, peut transformer une erreur judiciaire en tragédie irréversible. L'histoire de Willie Francis nous rappelle que la justice ne réside pas uniquement dans l'application de la loi, mais aussi dans la prise en compte de l'humanité, de l'équité et de la dignité de chaque individu, quelle que soit sa race ou son statut socio-économique. C'est un chapitre douloureux qui souligne le besoin persistant d'un système judiciaire qui s'examine lui-même et tire les leçons de ses fautes les plus graves. Willie Francis ne fut pas la première personne innocente exécutée aux États-Unis. L'histoire judiciaire du pays est jonchée de cas de condamnations erronées. Un rappel sinistre que l'infaillibilité humaine est un mythe. Et tragiquement, il ne fut pas le dernier. Encore aujourd'hui, malgré les avancées en matière de procédures et de technologies médico-légales,
Les débats sur l'innocence des condamnés à mort persistent. Mais son histoire se distingue par quelque chose de très particulier, quelque chose qui l'élève au-delà de la simple statistique, jusqu'au niveau d'une parabole moderne. Il a survécu à ce qui était censé le tuer. Et cette seconde chance, refusée par l'échec même de la mort, a mis en lumière la cruauté d'un système qui, dans son zèle pour la justice punitive, avait perdu sa boussole de compassion et d'humanité. Ce fut un miracle macabre qui révéla la fragilité d'une machine conçue pour tuer. Un système qui refusa d'écouter, même lorsque l'erreur était électrique, juridique et humaine tout à la fois. Il s'accrocha à la lettre de la loi au lieu d'embrasser l'esprit de la justice. Car parfois, le plus grand crime n'est pas celui jugé devant un tribunal avec tout le poids de la loi. C'est celui que l'État commet lorsqu'il ignore sa propre humanité, lorsqu'il refuse de reconnaître la complexité de la condition humaine et les défauts inhérents à ses propres processus. L'affaire Willie Francis est un miroir noir qui continue de nous montrer jusqu'où nous sommes allés et combien il nous reste encore à faire pour véritablement comprendre ce qu'est la justice. Quels autres cas historiques, selon vous, mériteraient d'être examinés sous un éclairage similaire afin de révéler les échecs systémiques et les héritages d'injustice?